Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et avant de nous plonger comme tous les jours au cœur de l'histoire, Franck Ferrand avait un mot à nous dire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je souhaitais en préambule en effet saluer la mémoire d'une très grande dame qui nous a quittés jeudi dernier. Christiane Desroches-Noblecourt avait été une des toutes premières femmes égyptologues. Elle avait joué un rôle majeur dans le sauvetage de la momie et surtout des temples de Ramsès II à Abou Simbel. On lui devait deux des plus grandes expos jamais réalisées à Paris. Je sais que Madame Desroches-Noblecourt était à l'origine d'innombrables vocations. Alors la famille dont vous nous parlez aujourd'hui est la plus célèbre des États-Unis. Et oui, outre-Atlantique, les Kennedy font un petit peu office de famille royale, vous savez. Pourtant, ils n'ont donné qu'un président au pays, John Fitzgerald, et encore, c'était en 1960, et encore, il est mort assassiné un an avant la fin de son premier mandat. Ces 3 années n'en ont pas moins été riches en scènes très mémorables. Rappelez-vous par exemple ce président encore tout jeune qui s'adresse aux Américains lors de son discours d'investiture, ou qui reçoit les vœux d'anniversaire torrides de Marilyn Monroe, ou qui affiche ce visage déterminé à Berlin, ou très grave durant la crise des fusées en 62. N'oublions pas évidemment à ses côtés la très photogénique Jackie avec ses robes et ses bibis dernier cri, et puis le petit John qui jouait en culotte courte dans le bureau ovale, ou après la tragédie qui saluait, vous savez, le cercueil de son père. Ça, c'est une image qui devait bouleverser le monde entier. Alors au-delà de John, que sa famille appelait Jack d'ailleurs, ce sont tous les frères Kennedy qui ont connu un destin tragique. Oui, en effet, l'aîné Joseph Jr. dit Joe était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été tué en mission, une mission de bombardement qui a mal tourné. Vous savez que le troisième Bob sera assassiné à son tour en 1968. Enfin, le Benjamin Ted connaîtra lui aussi un drame terrible. Est-ce qu'on peut dire que les 4 frères auront vu leur vie sacrifiée sur l'autel de l'ambition démesurée, maladive même de leur père? Eh bien, en tout cas, Joseph Senior est bien en définitive le personnage central de cette saga des Kennedy. Alors, votre invité Laurent Geoffrin vient de présenter une édition omnibus sur les énigmes Kennedy. Oui. Si nos auditeurs souhaitent lui poser des questions, ils peuvent le faire dès à présent sur le site internet d'Europe 1. Bienvenue dans l'univers sulfureux et glamour à la fois, catholique et néanmoins diabolique de cette famille irlandaise de la côte Est. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est une fable sur les démons du pouvoir, du sexe et de l'argent. – 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Un jour de 1936, sur un terrain de golf, un ami interpelle Joseph Kennedy. « Alors, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci » Joe Senior garde les yeux fixés sur sa balle. « My work is my boys » Mon travail, c'est mes fils. Et il frappe la balle d'un coup de club impeccable. On ne saurait résumer avec plus d'efficacité l'obsession de réussite de ce patriarche qui a juré de faire de ses 4 fils, et d'abord de l'aîné, Joe Jr., l'instrument d'une véritable conquête des honneurs et du pouvoir. Qui est ce Joseph Kennedy Senior ? Oh, c'est un Bostonien d'origine irlandaise et donc catholique, ce qui à Boston à la belle époque n'était pas très facile à porter. Il est né en 1888 d'un père cabaretier, c'est le grand-père qui avait émigré dans les années 1850. En 1914, il a épousé Rose, la propre fille du maire de Boston, un maire de Boston qui lui aussi était catholique et irlandais. Ce beau mariage n'était pas sans raison, évidemment. Joe est déjà à l'époque sur la voie de la réussite. On est en 1914, au moment de son mariage. Il est diplômé de Harvard, il devient banquier, se lance dans la spéculation, il va faire fortune et il va très vite investir ses profits dans le commerce d'alcool, ce qui du reste accrédite la thèse d'un lien originel avec la mafia. Je dis bien néanmoins qu'il s'agit d'une thèse, puisque rien sur un plan historique ne permet de le prouver tout à fait. Il réinvestit également dans l'immobilier et dans le cinéma, ce qui est à la fois rentable, innovant et bien sûr très prestigieux. Joe Kennedy est à la fois un homme très informé, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a des réseaux,
et qui est en même temps un homme plein d'intuition. Il anticipe aussi bien la crise de 29 que la sortie de la prohibition et on voit sa fortune s'enfler comme une expansion libre. Sa femme Rose devait dire beaucoup plus tard, je cite, « Réussir si rapidement et d'une façon si éclatante dépasse les rêves les plus fous qu'on puisse concevoir. Nous avons eu d'abord une femme de chambre, puis 3 ou 4, et 2 Rolls-Royce, et ça a continué comme ça. Et puis un jour, on a possédé un yacht à moteur. On est parti autour du monde. Ensuite, on a rencontré des présidents, des ducs, des rois et des reines. C'était l'existence la plus parfaite qu'on puisse vouloir dans cette vallée de larmes. » Un extrait de West Side Story sur Europe 1 signé Léonard Bernstein, Franck. Alors en même temps que la fortune des Kennedy s'agrandit, leur famille aussi s'agrandit, la famille de Joe et Rose. C'est d'abord Joseph, dit Joe Jr., qui est né en 1915, et puis John Fitzgerald, dit Jack, en 1917. Quelques filles aussi, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Jean, et puis Robert, dit Bobby, qui naît en 1925, et le petit dernier, Edward, qu'on appellera Ted, qui naît en 1932. 1932, ça fait donc 17 ans après le fils aîné. Laurent Geoffrin l'annonce d'entrée de jeu en introduction du recueil omnibus sur les énigmes Kennedy, je le cite, « Le démiurge des Kennedy n'est pas Jupiter, Apollon ou Athéna. C'est un étrange personnage arrogant, fragile, agressif, menteur et hyperactif, Joseph Kennedy, un aventurier, un seigneur, un fondateur de lignée comme il y en eut au Moyen-Âge pour établir le pouvoir de quelques-uns sur tous. Tel fut Joseph Kennedy, milliardaire louche, obsédé de pouvoir et de respectabilité, qui a manqué son entrée dans l'histoire et a voulu contre toute raison compenser son échec en assurant le triomphe de ses fils. » Vous l'avez compris, Joseph Senior, dit Joe, est un ambitieux, pour ne pas dire un arriviste. Il vit douloureusement le fait d'être, j'allais dire méprisé, ce n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas considéré différemment parce qu'il est irlandais et catholique dans cette société bostonienne ultra-WASP, c'est-à-dire protestante. Il n'aspire qu'à une revanche sociale. Eh bien, c'est avec cet objectif obsessionnel qu'il va avancer dans la vie. Il inculque cet objectif à ses fils. Il leur inculque le goût du combat, le sens de la victoire. Partout, toujours, ils se doivent d'être les premiers au baseball, dans les régates, au football, en natation. Tout est bon aux jeunes Kennedy pour montrer leur primauté, leur niaque, si j'ose dire. Gagne, dit le père à chacun à la veille d'une compétition. Il n'y a que le premier qui compte. Deuxième ou troisième, ça n'existe pas. Gagne, gagne, gagne. Voilà donc l'injonction. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes précisément sur Europe 1, au cœur de l'histoire de la famille Kennedy. Alors ces Kennedy, ils font envie de loin quand on vous passe devant leur immense maison de Yannisport. Évidemment, ça a l'air somptueux, les grosses voitures, tout le personnel. En même temps, la discipline à l'intérieur de cette maison est terrible. J'ai vécu dans une maison où les règles étaient strictes, racontera plus tard Jack, celui qui sera président. Une maison où on ne pouvait pas s'en sortir si on était négligent. Tout le monde devait donner le meilleur de lui-même. On cherchait constamment à s'améliorer. Vous voyez, il y a cette espèce de compétition partout. Et c'est Rolf Martin qui raconte qu'un jour, les enfants Kennedy sont tous affalés sur des chaises longues. Ça doit être à peu près la même saison qu'en ce moment. Là, il fait très chaud. Ils sont en train de bronzer tranquillement sur la pelouse, en train de siroter du Coca-Cola. Et tout à coup, le chauffeur surgit et annonce que Joseph, donc leur père, vient d'atterrir à l'aéroport. Et aussitôt, le climat change. Les enfants se mettent instantanément à jouer au tennis, à armer le bateau à voile, etc. Et quand leur père arrive, on les voit tous affairés, actifs. Ça, c'est ce qui convient à Joe Senior. Mais si, lors d'une régate, par exemple, les frères ont le malheur de finir second, Joe Senior les prend en aparté. « Qu'est-ce qui a marché de travers ?» demande-t-il. « Si la voile était trop lâche, resserrez-la. Si la coque n'est pas à la hauteur, eh bien changez-en. Mais la prochaine fois, soyez les premiers. »
Je ne suis pas en train de vous décrire pour autant un tyran familial. Il y avait sans doute dans l'attitude, et c'est bien sûr une ambiguïté, mais il y avait dans l'attitude de Joe Senior sans doute du respect et de la compréhension pour la personnalité de chacun. Ce père-là souhaitait sincèrement que chacun de ses enfants puisse donner le meilleur de lui-même, et la réussite, qui était son obsession, il l'a recherchée en tout, mais en fonction des capacités individuelles. Il n'empêche, sur ses enfants, et notamment sur l'aîné des fils, sur Joe Junior, va peser une sorte d'injonction de gagner et de s'imposer, d'être partout en tête. Politiquement, Joseph se montre fidèle au Parti démocrate, mais seulement parce qu'il est membre de la minorité catholique. Il ne faudrait pas croire, et en aucun cas, il ne faudrait surtout pas le confondre avec un progressiste. Joe n'en soutient pas moins le futur président Roosevelt. Quand Roosevelt arrive à la Maison-Blanche, il récompense Joe Kennedy. Il va même le nommer ambassadeur à Londres, ce qui est un très très haut poste. Et à Londres, Joe Kennedy va défendre la politique d'apaisement de Neville Chamberlain. Vous savez, cette espèce de politique d'accommodement avec l'Allemagne nazie. Seulement à l'approche de la guerre, Roosevelt doit manifester une opposition claire au nazisme et il met un terme aux fonctions de Joe Senior. On peut dire que du même coup, il mit un terme à sa carrière publique. Pour Joseph, ça s'est vécu comme une sorte de malédiction, de seconde malédiction après celle de la naissance dans un milieu catholique et irlandais. Malédiction dont il entend bien prendre sa revanche. Puisque les circonstances l'ont privé du premier rôle, il veut que celui-ci revienne au plus vite à ses fils. Sa revanche, Joe Senior l'aura à travers ces sortes de bêtes à concours qu'il a littéralement dressées pour gagner et grimper jusqu'au plus haut sommet. Et naturellement, c'est l'aîné. Évidemment, ça c'est Joe Junior qui, plus encore que les autres, est destiné à prendre la relève du père. Comme la guerre fait bientôt rage, les fils Kennedy en âge de combattre vont devoir s'engager, ça paraît normal. Joe s'enrôle dans l'US Air Force et Jack dans la Navy. Jack est célébré du reste dans le Pacifique pour un acte d'héroïsme dont son père assure largement la publicité. Pour Joe, pour le frère aîné, pas question d'être en reste. Vous savez, il y a cette espèce d'émulation qui s'est instituée entre les enfants, et ce depuis leur plus jeune âge. Cette émulation fonctionne à plein. Joe Junior se doit absolument de se distinguer d'une manière ou d'une autre, et en plus de toute son éducation, c'est ce qui va le conduire, ce jeune homme de 29 ans, à accepter vers la fin de la guerre une mission très dangereuse. On est le 12 août 1944, mission dont l'un des objectifs est la destruction d'une rampe de lancement de fusée V2. Ce 12 août donc, il décolle à 17h50 à bord de son B-24, un gros bombardier qui est une sorte de bombe volante dont il est prévu que lui s'extrait avant qu'il n'explose. Vous voyez un peu le danger quand même d'une telle mission. Il y a de quoi là de vous transformer vite fait en héros aux yeux de papa. Sauf qu'à 18h20, au-dessus de Blythburgh en Angleterre, le B-24 explose avec son équipage à bord. C'est la première tragédie d'une longue série. Le dépositaire tout désigné de l'ambition paternelle vient de disparaître. Alors, on imagine, au-delà de la douleur du père qui voit mourir un de ses jeunes fils, bien sûr, on imagine le désespoir, le désespoir politique de Joe Senior, désespoir de courte durée. Presque aussitôt, le patriarche, automatiquement, va reporter ses ambitions sur son deuxième fils, le fameux John, appelé Jack dans la famille. Un fils plus léger, sans aucun doute, plus fantaisiste, plus dilettante que son aîné, mais avec un goût prononcé pour le journalisme qui lui permet néanmoins d'étancher cette forte ambition qui est aussi la sienne. Papa Joe ne va pas lui laisser trop le choix. Il est un petit peu comme ces princes héritiers qui doivent plier coûte que coûte devant leurs devoirs. Je cite encore Laurent Geoffrin. Jouisseur, fêtard, don Juan et globe-trotter, Jack se discipline sans cesser de brûler la vie par les deux bouts. Comme tous les Kennedy, il est talonné par la hantise de la fuite du temps qui le conduit à vivre toujours trop et trop vite. Grâce au soutien paternel, il devient sénateur à 30 ans, tout en poursuivant avec un succès quelque peu artificiel une carrière d'essayiste. Quand il est battu à la nomination démocrate pour le poste de vice-président en 1956, il dit que Joe, lui, aurait triomphé. 4 ans plus tard, rassurez-vous, Jack aura sa revanche, et à travers lui, son père, bien sûr, il devient en effet, à la fin de 1960, le plus jeune président des États-Unis du XXe siècle. Emilio Estevez, la saga des Kennedy, c'est ce que vous raconte Franck aujourd'hui sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La famille Kennedy est aujourd'hui à l'honneur sur Europe 1, Franck. Et oui, et tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission,
Nous allons revenir notamment sur le bilan assez mitigé de la présidence de John Fitzgerald Kennedy et sur l'énigme majeure de son assassinat, une énigme sur laquelle Laurent Geoffrin, vous allez voir, défend une thèse assez inhabituelle. Mais pour le moment, laissez-moi seulement vous rappeler que le 22 novembre 1963 à Dallas, le jeune président, après donc tout juste 3 années de mandat, est donc fauché en plein vol, si je puis dire. Il y a peut-être parmi vous il y a même sûrement des adeptes de la série américaine Mad Men. On vit dans la 3e saison, on vit littéralement cet événement presque en direct, ça donne la chair de poule. Alors cette fois-ci, c'est une mort qui paraît sonner le glas des ambitions de Joe Senior. Il avait réussi à porter son 2e fils jusqu'à la présidence des États-Unis, et là, Jack est assassiné. Alors, comble de malédiction, lui-même, Joe Senior, a subi un AVC en 61 qui l'a laissé hémiplégique. Est-ce que dans ces conditions, on va le voir s'incliner ? Ce serait mal le connaître. Vous savez, tant qu'il lui restera un souffle de vie, cet homme-là poursuivra son ambition. Du reste, la mécanique familiale qu'il a si solidement montée dans les années 20 et 30 ne peut pas s'arrêter si facilement. Elle pourrait même continuer, non seulement toute seule, mais contre lui. C'est un peu ce qui va se passer avec Robert, car Joe Senior, extrêmement échaudé par ce qui vient de se passer, a tendance à vouloir calmer les ardeurs politiques de son 3e fils, de Bob ou Bobby. Mais Bob décide de reprendre ce flambeau qui à Dallas avait roulé dans la poussière et dans le sang. Bob a été, vous savez, attorney général, c'est-à-dire ministre de la Justice pendant le mandat de Jack, de 61 à 63. Il ne s'entend évidemment pas avec le successeur de John Fitzgerald, avec Lyndon Johnson. Il remet sa démission à ce dernier et après une assez longue période d'hésitation, de remise en question, il va se relancer dans la mêlée et briguer le poste de sénateur de l'État de New York. Dans cette affaire, il compte très peu sur l'assistance et sur les encouragements de son père. Il y a même un désaccord entre eux à ce moment-là. Bob, qui avait commencé sa carrière politique très à droite, se voit maintenant très à gauche sur l'échiquier politique américain, en tout cas très à gauche selon les normes américaines. En 68, il se lance dans la course à la Maison-Blanche et on se dit ça y est, il va de nouveau y avoir un Kennedy président des États-Unis. Un extrait de Chichester Psalms sur Europe 1 de Leonard Bernstein. À ce niveau-là, c'est même plus un extrait, c'est un zeste, on va dire. C'est pour donner une petite c'est ça, pour donner touche envie. Comme ça, voilà. Alors au moment où, plus populaire qu'aucun Kennedy jusqu'à ce jour, Bobby se montre largement digne de ses 2 grands frères et s'apprête à montrer que lui aussi est un digne fils de Joe Senior, qu'il a été programmé pour gagner, eh bien, de nouveau, il est assassiné, Kennedy est assassiné, il est assassiné par un désaxé, vous savez, c'était le 5 juin 1968, ça a été un choc, mais vraiment terrible, presque aussi terrible que ce qui s'était passé 5 ans plus tôt pour le pays entier, pour le monde, qui commence à penser qu'une malédiction pèse réellement sur cette famille. Avec ce qui lui reste de vie, on verra alors le vieux Joseph investir encore moralement le 4e et dernier de ses fils. Et Edward, dit Ted, qui donc est né, on a calculé ça tout à l'heure, 17 ans après Joe Junior, Ted se lance à son tour dans la course, pour quelques tours seulement. Car en ce qui le concerne, la malédiction de la fratrie le rattrape plus vite encore que ses frères le 18 juillet 1969 à l'issue d'une fête donnée dans l'île de Chappaquiddick, donc on est là au sud de Cape Cod. Sa voiture effectue une sortie de route, elle plonge dans la rivière, elle coule à pic. Alors Ted Kennedy va sortir lui physiquement indemne de cet accident, mais pas la jeune passagère qui l'accompagnait, qui était peut-être sa conquête d'un soir. Ted va plaider coupable d'avoir abandonné les lieux de l'accident et il écopera dans cette affaire de 2 mois de prison avec sursis. Décidément, une sorte de sort, de destin semble s'acharner sur cette fratrie Kennedy avec la même constance que l'ambition du père les avait littéralement portés à bout de bras, les avait programmés, les avait installés sur une sorte de rampe de lancement. Cette fois, on peut dire que c'en est bel et bien fini des ambitions politiques nationales des frères Kennedy, et du reste, quelques mois après cet accident et surtout après le scandale qui accompagne cet accident, ça a été un énorme
énorme affaire de presse, notamment, que cette affaire de la voiture de Ted Kennedy. Quelques mois après, Joseph, ce terrible Joe Senior, le père, le patriarche, s'éteint à son tour. Nous sommes là le 18 novembre 1969. Le lendemain de la mort de Joe Senior, la capsule Apollo 12 alunissait. Elle accomplissait le vœu formulé par John Fitzgerald au début de la décennie. Il y a comme ça parfois des ironies, des clins d'œil de l'histoire. Nous en mentionnons très régulièrement. Je cite encore, et pour finir, Laurent Geoffrin. « Joseph aura enfermé ses fils dans son ambition comme dans un sortilège. Il leur a montré le sommet sans leur demander s'ils voulaient vraiment l'atteindre. Il en a fait des surhommes sans vouloir considérer leurs angoisses et leurs faiblesses. Un peu par goût et beaucoup par fidélité. Ils se sont épuisés à accomplir son rêve. Ils ont vécu pour lui, pour planter son amer drapeau sur le toit du monde. Et cette ascension, sans garde-fou, leur a coûté la vie. » Puisque Laurent Geoffrin est là avec nous dans ce studio, avec lui aussitôt après le flash de 14h, nous allons évoquer cette fratrie des Kennedy. Nous allons revenir aussi sur leurs différentes frasques, sur leurs liens avec Marilyn Monroe évidemment, sur les circonstances de l'assassinat du président John et sur ce qu'on peut en dire, et puis bien entendu sur la personnalité et la carrière avortée du célèbre, du mystérieux et de l'attachant Bobby. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Laurent Geoffrin, qui est directeur du Nouvel Observateur et auteur d'un recueil omnibus sur les énigmes Kennedy. Et qui est aussi l'homme des détectives de l'histoire, évidemment, sur France 5, qui avait d'ailleurs consacré au moins un numéro à l'assassinat du président Kennedy, sur lequel... Voilà, c'est ça. Sur lequel on va revenir, évidemment, dans un instant. Alors avant ça, il faut absolument, Laurent Geoffrin, et je souligne la qualité de ce très beau recueil chez Omnibus. Ce sont donc des textes qui parlent des différentes énigmes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, autour des Kennedy. Ça s'appelle tout simplement Les énigmes Kennedy, chez Omnibus donc. Avant ça, j'aimerais donc qu'on revienne sur cette personnalité incroyable, sur cette espèce de marionnettiste qui tire les ficelles de la vie de tous ses fils, sur ce personnage que j'ai présenté moi sous des couleurs assez sombres, il faut bien le dire, ce Joseph Kennedy Senior, dont vous dites finalement qu'il avait sans doute des circonstances atténuantes dans sa soif d'ambition. Oui, parce qu'il était fils d'immigrés, ou petit-fils d'immigrés. Et ce sont des familles qui... Alors c'est paradoxal aujourd'hui de dire ça, mais c'était une famille catholique irlandaise. Alors aujourd'hui, ça paraît... Oui, ça paraît tout à fait... À l'époque, aux États-Unis, flatteur, mais... ils étaient considérés comme des ploucs absolus. Et comme il avait gagné de l'argent, on considérait que c'était un parvenu absolu. Enfin, c'était pas le vieil argent, c'était l'argent nouveau. Ce qui est paradoxal aux États-Unis, mais on oublie ça parce qu'il y a un mythe américain. C'est le côté Boston, quand même, qui est très fermé. Hein. Il y a un côté société de caste, quand même. Oui, par exemple, très longtemps, les Juifs ont été exclus des principaux clubs de la côte est, et les Irlandais l'étaient. Joseph Kennedy, même quand il était au sommet de sa notoriété, de sa gloire et de sa fortune, il ne pouvait pas entrer dans certains clubs. Donc c'était fermé aux Irlandais. Il était dévoré par une sorte de besoin de revanche, voilà, en fait. On peut comprendre. Et alors, pour le défendre, paradoxalement, on peut dire aussi que ça fait partie de ces personnages qui sont extrêmement humains, en ce sens qu'ils considèrent que leur passage sur Terre doit être fertile en aventure, et en accomplissement. Et à tous les sens du mot, parce que je n'ai pas volontairement, je n'ai même pas effleuré dans tout le petit récit de la première partie les rapports du père et des fils avec les femmes. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des rapports compulsifs. C'est une espèce de Strauss-Kahn américain. Oui, c'est ça. On peut dire ça. Il est vraiment, il a un nombre de maîtresses. C'est même pas des maîtresses, d'ailleurs, ce sont des aventures souvent ça dépend, parce qu'il y a eu Gloria Swanson, qui était une belle femme d'Hollywood. Et là, il a eu une liaison assez longue. Mais il y avait aussi les femmes de chambre. Une liaison assez longue, quasiment officielle. Elle était presque la maîtresse royale. D'ailleurs, les enfants l'appelaient Tante Gloria. Oui, mais il avait mis sa femme sur un piédestal.
C'était très catholique, c'est un peu jésuite. Et donc, il mettait sa femme sur un piédestal, et à condition qu'elle ne regarde pas ce qui se passait autour. et donc, autour, il se passait toutes sortes de choses, et même les enfants le savaient. Et alors, ils en faisaient plaisanterie. Ils disaient, oui, quand même, à 60 ans, il est quand même très vert. Il est très vert, oui, enfin, il y avait même de l'envie, finalement, dans le regard des enfants pour la vie sexuelle effrénée de leur père. Du reste, ils ne seront pas en reste, pour la plupart. Non, c'est pareil. Enfin, Joe Junior, je sais pas, mais il est mort jeune. Par contre, Jack... Il est mort à 29 ans, mais pas marié, ce qui est assez étonnant dans une famille comme celle-là. Il devait se marier avec une femme qu'il aimait beaucoup, et puis il est mort, comme vous l'avez raconté, au-dessus de la Manche, pour aller bombarder les V2, les V1. Enfin, les avions. Les rampes de lancement des fusées nazies, voilà. Oui. Et par contre, Jack, lui, c'était un frénétique. Alors, c'est incroyable. Alors, il y a une théorie, je ne sais pas si elle est tout à fait juste, selon laquelle c'était l'effet pervers, c'est le cas de le dire, de médicaments qu'on lui administrait pour lutter contre son mal de dos, parce qu'il avait mal à la colonne vertébrale. Exactement, il souffrait comme un damné en permanence. Mais de quoi souffrait-il exactement? Parce que il avait une déformation où le nerf de la colonne vertébrale était pris entre deux vertèbres en permanence, comme beaucoup de gens. Mais lui, à un degré extrêmement intense. Et donc, c'était une torture quotidienne, permanente. Il vivait soit avec un corset, soit il fallait lui administrer tous les jours des piqûres et des cachets pour lui épargner la souffrance. C'est intéressant, ces présidents des États-Unis, on pense évidemment au président Roosevelt dans sa chaise roulante, mais on pourrait penser aussi au président Reagan qui avait de très gros soucis de santé. Ces présidents qui en quelque sorte tiennent malgré une sorte de souffrance lancinante. C'était une volonté hors du commun. Ce sont des gens hors du commun quand même par leur capacité, parce que on dit John Kennedy, le bilan de son mandat n'est pas formidable, etc. Mais c'est vrai, parce qu'il a été interrompu. Mais ce bilan est aussi lié au partage des pouvoirs qui existe aux États-Unis entre le Congrès et la présidence. La présidence, contrairement à la France, a des pouvoirs assez limités finalement. Donc il faut avoir une majorité sur chacun des projets de loi. Si on ne l'a pas, il n'y a pas de loi. Et il y avait pour revenir à cette lutte entre les quatre frères, il y avait une vraie lutte très dure entre Joe, l'aîné, Joe Junior, et Jack, donc celui qui va devenir président des États-Unis. Parce que Joe était l'héritier. C'est ça. C'était le fils aîné de la dynastie, donc c'était l'héritier. Et donc Joe regardait avec envie ou avec jalousie les réussites de Jack, qui était le frère immédiat. Les autres étaient beaucoup plus petits, donc il n'y avait pas de concurrence vraiment. Mais avec Jack, enfin John Kennedy, donc il y avait une concurrence implicite. Et quand John, parce qu'il a eu une aventure assez médiocre. Il était sur un bateau, il était le capitaine d'un bateau de reconnaissance, et puis il n'a pas vu arriver un bateau japonais qui l'a coupé en deux. Mais c'est vrai qu'après, il a été héroïque, il a sauvé son équipage. Enfin, des exploits comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu des millions. Et là, l'argent et les relations du père ont été décisifs. On a monté ça en épingle, on en a fait un coup médiatique. Sûr, évidemment. Et ce coup médiatique est arrivé aux oreilles de Joe, qui était en Angleterre, lui qui était pilote de bombardier. Et donc il s'est dit, mais ça y est, ça devait être moi l'héritier. Il va me passer devant. Et la star, c'est l'autre. Le héros, c'est pas seulement égoïste, c'est qu'ils étaient très patriotes aussi. Ils voulaient montrer qu'ils étaient très courageux, ce qu'ils étaient. Et donc il est devenu trop courageux, inconscient. Et on lui a dit non, laisse tomber cette mission, c'est dangereux. L'avion est pas fiable. Il a dit non, je pars quand même. Et l'avion a explosé en vol. Monter à bord de ce B-24 tel qu'il était armé, c'était monter à bord d'une bombe volante. Oui, parce que c'était pas un avion suicide, mais c'était presque ça, parce que le pilote devait envoyer l'avion sur les rampes de lancement et sauter en parachute juste avant. On dira juste après le petit écran, on va dire un mot aussi des sœurs, parce que là on ne parle que des frères, mais il y a eu quelques sœurs Kennedy évidemment. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et je vous rappelle que Laurent Geoffrin, qui vient de présenter une édition omnibus sur les énigmes Kennedy, est notre invité aujourd'hui. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur europe1.fr, Franck. Et Lucille nous demande via Facebook, elle nous dit, une série sur les Kennedy va être diffusée la semaine prochaine sur France 3. Est-ce qu'elle est bien? Alors, je l'ai pas vu. Moi non plus, donc nous n'en parlerons pas. Je ne suis pas persuadé que la presse soit enthousiaste d'après ce que j'ai lu, mais en tout cas, ça a l'air d'être historiquement sérieux, c'est déjà ça. Et ça a fait scandale aux États-Unis, cette mini-série, parce qu'on estime que le clan Kennedy, semble-t-il, ou ceux qui aujourd'hui représentent ses intérêts, ont estimé que la série était présentée sous un mode trop sulfureux, apparemment. Vous savez, on est facilement sulfureux dès qu'on parle des Kennedy. Oui, ils sont sulfureux. Oui. D'ailleurs, alors je disais que
les deux premiers frères, le Joe et Joe Jack, Jr. s'entendaient. Et John dit Jack. On peut pas dire qu'ils s'entendaient mal d'ailleurs, parce qu'il y avait une espèce d'admiration réciproque, mais en tout cas ils se sont mis quelques peignets quand ils étaient enfants. Ils se battaient tout le temps. Ils se battaient très durement même. En revanche, il y a une vraie complicité entre Jack et son beaucoup plus jeune frère Bobby, qui deviendra du reste son principal conseiller à la Maison Blanche et son attorney général, son ministre de la Justice. Eux étaient très complices. Ils allaient jusqu'à partager certaines de leurs conquêtes féminines. Du reste. Il y en a une qui est connue, assez connue, qui s'appelle Marilyn Monroe. D'ailleurs, on va écouter, si vous voulez, parce qu'on a très envie de l'entendre, même si on connaissait un peu par cœur, mais ça fait partie de la mythologie, si je puis dire. On va écouter Marilyn Monroe souhaitant un très bon anniversaire à son président chéri. C'était juste avant l'attentat de Dallas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Hey everybody. Très en forme. Oui, très excitée. Elle avait peut-être un peu bu, je pense, Marie. Elle avait un peu bu. Elle est arrivée avec 1 heure de retard. Alors, c'était pour elle d'ailleurs une très très mauvaise période aussi. C'est très dur. Elle était très névrosée. Oui, ça allait très mal. Puis elle était en conflit ouvert avec les studios au moment de cette affaire. Donc, des liaisons entre les deux frères, entre Jack et Bobby, extrêmement chaleureuse. Et Bobby concevra sa propre carrière politique après l'assassinat de son frère quasiment comme une revanche sur le destin, justement. Absolument, mais Bobby, il avait suivi John dès l'origine. Alors ils étaient, on dit aujourd'hui très à droite parce qu'ils étaient très anticommunistes. Mais l'anticommunisme, c'est le McCarthyisme, on est en plein dans les années à l'époque. Oui, alors ils étaient dans une commission, etc. Mais les Kennedy étaient considérés, dans ce que vous avez dit d'ailleurs, dans la vie politique américaine comme très à gauche, parce qu'ils soutenaient Martin Luther King, ils soutenaient la cause des Noirs, ils soutenaient la cause des syndicats, ils étaient assez méfiants avec l'engagement au Vietnam, il y a toute une polémique là-dessus, mais ils étaient prudents en tout cas. Et simplement, à l'époque, il y avait la guerre froide, donc ne pas être anticommuniste, c'était un peu bizarre pour des Américains. Et puis, Bobby a mené une lutte extrêmement intense contre le crime organisé, contre la mafia, quand il était ministre de la Justice. Alors c'est d'ailleurs des théories du complot qui tournent autour de l'assassinat. Ça pourrait être parce que on a soupçonné en 60 l'élection d'être due à une triche qui avait lieu à Chicago, dans des quartiers dont on savait par ailleurs qu'ils étaient tenus par la mafia. On pense que le président Nixon avait gagné, futur président avait gagné l'élection en fait, mais que certains il y avait une districts triche. ont voté massivement pour Kennedy dans les quartiers que la mafia contrôlait. Comme par hasard. Et ça a été accrédité ensuite par le fait que John, parmi ses innombrables maîtresses, avait une jeune femme qui s'appelait Judith Exner. Ça, c'est attesté par les historiens. Il y a son numéro de téléphone et sur les registres de la Maison-Blanche, dans les archives. Et Judith Exner, je termine, était la maîtresse du principal parrain de la mafia américaine. Donc là, il y a une bizarrerie. Il y a des accointances qui sont quand même assez stupéfiantes et des coïncidences qui n'en sont peut-être pas, finalement. Ça alimente beaucoup les spéculations. Nous allons voir dans un instant, Laurent Geoffrin, quel est votre point de vue sur l'assassinat du président Kennedy et justement sur les différentes théories complotistes qui ont pu être développées, dont certaines très convaincantes évidemment. On va voir ce que vous en pensez, vous. Ce que j'aimerais qu'on fasse juste là en quelques secondes, c'est un retour sur l'assassinat suivant, l'assassinat de son frère Bobby, donc en 1968. Là, on ne peut pas parler de complot, c'est vraiment un des accès. Non, personne n'a parlé de complot. Enfin, le Sirhan, donc c'est l'assassin, c'est prévalu de la cause palestinienne, mais on n'a jamais rien trouvé et il n'y a pas de commanditaire et le type était manifestement déséquilibré. Il est toujours en prison, il est toujours vivant celui-là. Ça a été vraiment un très gros choc pour l'opinion américaine et mondiale du reste. Ah oui, parce que Bobby était devenu vraiment... la deuxième fois. Ah oui. Et Bobby était devenu une sorte de héros quand il avait un charme extraordinaire. Il y avait une espèce d'électricité qui parcourait la foule. C'était vraiment. Il avait un charme extraordinaire et il incarnait, comme John d'ailleurs, ce que les Américains voudraient que leur pays soit. C'est ça. C'est l'idéal. Une espèce de pureté. C'est un symbole. Parce un idéal de Far West. En réalité, il n'était pas si moral que ça. Mais son discours, son physique, sa manière d'être faisait qu'il incarnait le rêve d'une Amérique pure.
Et la mort de Bobby, c'est vraiment la fin de l'innocence. Il y a déjà le premier traumatisme avec la mort de John. La mort de Bobby, ça veut dire le mal, finalement, l'emporte sur les valeurs américaines. C'était ça le message que l'opinion a reçu. C'était le basculement. C'est resté un traumatisme et une mauvaise conscience. Alors j'ai gardé ça évidemment pour la fin, mais nous y venons tranquillement, longuement. Nous allons aussitôt après la publicité revenir sur les circonstances de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire. It Now Is Love, c'est une chanson, vous avez compris, qui évoque la mort de Bob Kennedy et qui se repose sur des archives d'époque qui retranscrivent l'événement. Avec ce moment terrible, hein, la violence et l'émotion incroyable dans la voix du reporter qui, sous ses yeux, assiste à l'assassinat totalement, j'allais dire imprévu comme tout assassinat, mais enfin, de très choquant. À la fin, vous entendez, il dit « We don't need another Oswald ». Il veut dire par là, il faut l'arrêter. On n'a pas envie que ça recommence comme avec... On n'a pas envie qu'il soit tué, comme Oswald. Parce qu'il doit parler. Lee Harvey Oswald a été effectivement assassiné lui-même au lendemain de l'assassinat du président Kennedy. Alors on y vient justement. Ça c'est quand même, vous savez, c'est un paradoxe. Sur plus de 700 émissions, je n'ai jamais traité l'assassinat du président Kennedy. Je l'ai fait volontairement parce que... profession d'originalité. Non, mais c'est qu'il faudrait beaucoup de temps. Il faudrait sincèrement 5 ou 6 heures pour vraiment décortiquer la chose. Vous appelez ça vous-même un imbroglio pas financier, policier fascinant. Or, j'ai, pour avoir assisté à un très très grand nombre de documentaires, de reportages, etc., dont les vôtres du reste, j'ai toujours été convaincu, moi, qu'il y avait bien un complot derrière. Je ne savais pas qui était derrière, mais on parle toujours, vous savez, de cette fameuse balle magique. D'ailleurs, c'est un de nos auditeurs, Patrick, qui dit alors cette fameuse balle magique dont on parle dans le film d'Oliver Stone, etc., de Magic Bullet, qui est censé avoir fait des zigzags incroyables pour toucher le président sous différents angles, et certaines personnes qui étaient dans la voiture. Le gouverneur Connolly. Exactement. On peut effectivement émettre de très grands doutes sur les circonstances de la mort de Kennedy. Mais ce que vous dites, vous, c'est que le complot n'est pas prouvé, finalement. Non, et que finalement, la commission... Il y a une chose qui devrait intriguer, c'est que maintenant on est à 50 ans, ah oui. 49, 50, après l'assassinat, aucune preuve tangible du complot n'est encore apparue. Aucune. Vous n'avez pas eu un témoin fiable, voilà, c'est ça, qui dise j'en étais, ou un élément matériel décisif. Il y a des éléments matériels troublants, mais décisifs, non. Il y a beaucoup de circonstances plus qu'étranges. Voilà. Alors, la plus étrange, c'est le fait qu'Oswald tue Kennedy et qu'ensuite il est tué 2 jours après par Jack Ruby, qui lui est le propriétaire d'une boîte de nuit dont on sait qu'elle est plus ou moins protégée par la mafia. Bon. Alors là, ça paraît invraisemblable. Et l'assassinat de l'assassin a été vécu au moins de façon aussi traumatisante. Comme une manière de le faire taire. Oui. Mais il faut savoir, il faut se rappeler en tout cas qu'aux États-Unis, le nombre d'assassinats et commis par des gens un peu déséquilibrés est considérable. Beaucoup de présidents, il y a eu plusieurs présidents assassinés d'abord. Il y a eu beaucoup de tentatives, dont la plus connue. Lee Harvey Oswald lui-même d'ailleurs avait commis une précédente tentative. Il avait essayé de tuer un général. Puis il l'avait raté. Et Reagan a failli être tué dans des circonstances comparables. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre les éléments un par un et voir s'il est certain que ça tient pas debout. Voilà. Par exemple, vous parlez de la Magic Bullet, donc la balle magique. Vous avez beaucoup d'experts en balistique qui vont vous dire c'est impossible qu'il y ait eu toutes ces blessures, et notamment les blessures infligées à Kennedy et à Connolly, mais vous avez d'autres experts en balistique qui disent le contraire. Et qui disent, comme l'un était un peu au-dessus de l'autre, que la balle était en fin de parcours, qu'elle avait été ralentie en passant à travers le corps de Kennedy, et ensuite qu'elle a rebondi sur les os, sa trajectoire n'est pas impossible. Mais ce qui est bizarre aussi... Oui, c'est important, parce que la preuve n'est pas décisive, du coup. Les gens disent la Magic Bullet prouve que... Non, elle ne prouve pas. C'est pas sûr. Elle prouve pas, elle laisse entendre, mais elle ne prouve pas. Voilà. Oui, mais il faut une preuve. Lee Harvey Oswald se trouvait tout à fait dans le dos du président quand il tire. Or, on voit très clairement, alors là on a vu ces images des centaines de fois, on voit très bien le président qui fait... est rejeté en arrière. Voilà, c'est ça. Donc on pense qu'il y a eu des tireurs sur ce qu'on appelle le grassy à l'avant. Oui. Donc devant, donc s'il y a plusieurs tireurs, il y a forcément un complot. Le problème, c'est que vous avez plusieurs médecins, parmi les plus connus des États-Unis, qui sont venus attester du fait qu'une balle dans la tête
dans le cerveau provoquait un choc nerveux qui pouvait très bien expliquer le sursaut en arrière. Donc vous avez à chaque fois, et il y a un autre problème parce que tout le monde connaît le film de Stone. Mm-hmm. Le film de Stone est une synthèse de toutes les théories du complot. Si vous prenez le film de Stone comme la base, vous êtes sûr de vous tromper parce que c'est on ne peut pas accumuler tous ces complots-là, évidemment. Voilà. Or, pour qu'il y ait complot, vraiment, il faut qu'il y ait la complicité de la police de Dallas, de la CIA, des médecins qui ont fait l'autopsie, d'une partie du gouvernement des États-Unis, des Cubains et de la mafia. Or, ça fait 5 entités énormes, donc ça fait des centaines de personnes, forcément, par définition. Aucune de ces personnes n'a jamais parlé. Aucune. En 50 ans. Donc, on attend toujours la preuve qu'il y a un complot. On ne l'a pas. C'est un point de vue qui méritait vraiment d'être souligné, parce qu'il est assez original. En France, on ne traduit que les livres qui disent complotistes. Évidemment. Oui. Les livres qui disent le contraire, on ne les traduit pas. Comme ça, c'est plus Eh bien, vous les avez traduits, et les énigmes Kennedy contiennent un certain nombre d'autres sujets, évidemment, l'assassinat de Bob, l'affaire de Chappaquiddick, etc. Donc, c'est édité par Omnibus et c'est présenté par vous, Laurent Geoffrin. Ont été présentés par Pauline Delassus. Voilà, mais qui a travaillé sur le livre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous n'avons pas parlé finalement des sœurs Kennedy, vous voyez, ce sera pour une prochaine fois. Mais nous parlons des sœurs Bollard, ou en tout cas de Faustine. Bonjour Faustine. Mais c'est une belle transition. La transition était tentée, en tout cas il fallait la tenter. Merci d'être avec nous. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 cet après-midi, on va parler de vos prénoms, un rendez-vous qui plaît toujours autant à nos auditeurs à chaque fois qu'on vous le propose. Et aujourd'hui on va s'intéresser à celles et à ceux qui ne supportent pas leur prénom. D'ailleurs vous avez peut-être essayé d'en changer. Vous nous appelez au 39 21. Vous avez troqué Cyprielle pour Emma, Priam pour Pierre, Cassiopée pour Paul, je n'en sais rien. Eh bien, vous nous appelez, on va vous donner l'origine et l'histoire de vos prénoms. C'est une émission que vous aimez beaucoup et on vous attend dès maintenant en direct sur Europe 1 au 39 21, Franck. Faustine, c'est bien. Merci. Faustine, c'est bien, vient de dire Laurent Geoffrin. Ça vient d'un film qui s'appelait Faustine et le bel été. Oui, c'est très philosophique en tout cas et cinématographique. Exactement. Moi, je n'aime pas Franck, mais enfin bon, peu importe. Vous n'aimez pas Franck ? Ah bon, non, pourquoi ? Pas du tout. Parce que je trouve ça un peu pas très français finalement comme prénom. Bon. Ça fait un peu américain. On essaie de rebondir, mais écoutez, il y a des précédents célèbres. Il y a Franck Fernandel. Oui, c'est vrai. Bon, admettons qu'il vient de nous quitter du reste. C'est vrai. On le salue. Bonne émission, Faustine. À demain, Franck.